Alors, on va essayer d'aller vite. On va continuer avec une autre partie qui, pour nous, est importante, qui va peut-être vous sembler un peu technique. C'est la question de l'étude de marché, du positionnement et du compte d'exploitation prévisionnel. Alors, on va passer vite parce que je pense que ce n'est pas nécessairement vous qui ferez ce travail, mais c'est important que vous en ayez conscience, que vous sachiez aussi comment piloter ces travaux-là, qui la plupart du temps sont faits aussi par des experts, mais on va vous montrer aussi des outils qui peuvent vous permettre aussi d'avoir vous-même votre autodiagnostic. Donc voilà, donc jusqu'ici on était plutôt concentré sur le projet, plutôt sur le bâtiment, sur le patrimoine. Là on va vous proposer pendant une petite demi-heure de dézoomer et d'essayer d'objectiver en fait la faisabilité de son projet par rapport au marché, donc c'est vraiment par rapport à l'offre et la demande, et par rapport à l'aspect économique. Et donc ça, c'est aussi avoir une première vision économique par un compte d'exploitation prévisionnel. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Léa, qui va commencer par présenter plutôt les aspects d'études de marché, et puis après, je continuerai sur les volets économiques. Alors effectivement, par rapport à l'étude de marché, donc on insiste sur ce point et notamment vous retrouverez en fait pas mal d'éléments méthodologiques donc liés au retour d'expérience qu'on a pu avoir sur le programme Réinventer le patrimoine depuis maintenant 4 ans et notamment vous pourrez trouver un guide méthodologique donc avec 10 étapes clés d'un projet de transformation du patrimoine que Valère ce matin a présenté très brièvement avec les quelques étapes clés et donc voilà cette présentation c'est issue à la fois de ce guide méthodologique, mais aussi de nos retours d'expérience. Et on va vous présenter aussi, au fur et à mesure, des entrants de la boîte à outils Réinventer le patrimoine que vous pourrez trouver gratuitement sur l'espace ressources du site internet. Donc on vous invite par ailleurs, pour aller plus loin, à le consulter. Donc l'étude de marché, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur cette étape fondamentale et c'est un acte, on va dire, un peu fondateur d'un projet. Alors bien entendu, c'est très complémentaire, notamment de la démarche de concertation, donc qu'on a vu ce matin, dont on a parlé, mais aussi des différents diagnostics techniques et de la connaissance du bâti. Mais en fait, c'est une étape qui est indispensable pour dézoomer vis-à-vis du projet en lui-même, donc du projet bâti et aussi du projet de nouveaux usages. Donc, cette étape, effectivement, elle est fondamentale parce qu'elle permet donc de valider la pertinence du projet, mais aussi son ancrage local. C'est vrai qu'on en a commencé à en parler ce matin, mais la question de l'ancrage local, elle est fondamentale et c'est aussi un des fondements et une condition de viabilité du projet, notamment de son point de vue viabilité économique, mais aussi du point de vue de l'acceptation de la part des différents usagers, et ça, on l'a vu. Ça permet aussi d'identifier des futurs usagers et des gestionnaires, des financeurs également potentiels. Donc ça permet de savoir qui nous entoure, avec qui on peut s'associer, avec qui on peut aller plus loin dans la mise en marché et dans l'exploitation du lieu. Bien entendu, une étude de marché, ça permet de préparer le modèle économique, donc savoir effectivement comment cette nouvelle offre va pouvoir fonctionner, avoir aussi une idée plus précise des montants d'investissement qui seront requis pour cette transformation. Et en cas de faisabilité avérée, et c'est vrai qu'on dit en cas de faisabilité avérée, c'est très important, ça permet de poursuivre le projet. Donc c'est vrai qu'au terme de l'étude de marché, de positionnement, on va revenir dessus hein, bien entendu, et de travail autour du modèle économique, ça va nous permettre de faire une première étape clé d'aide à la décision pour savoir si le projet est viable en l'état ou s'il faut le réajuster, ou parfois ça peut arriver aussi de changer complètement son fusil d'épaule et de repartir à zéro sur un nouveau projet. Mais avant d'engager plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement, c'est vrai que ça vaut le coup de mobiliser des coûts préalables en études et en concertation. On insiste en fait sur ce point-là parce qu'on entend souvent que ce projet sur ce site qui est incroyablement beau, ça va forcément marcher. Donc on prend l'exemple notamment de projets hôteliers. C'est vrai qu'on a souvent tendance, ça c'est vrai que c'est un biais cognitif qu'on a tous, notre territoire est le plus beau et le meilleur, notre lieu est incroyable, donc en fait tout ce qu'on fera pourra réussir. Malheureusement, on aimerait bien, mais c'est pas toujours le cas. Et il y a un deuxième biais qu'on entend souvent,
souvent, de la part de porteurs de projets publics, mais aussi privés, c'est on connaît tout le monde, notre territoire, on le connaît sur le bout des doigts, on sait parfaitement qui le compose. C'est pas vrai. Et en fait, quand on réalise toutes les études de marché, quand on va pousser et quand on sait aussi un petit peu plus finement ce qu'on peut aller chercher par rapport au projet, on se rend compte que non, en fait, on a beaucoup, même sur le premier, second ou troisième cercle, beaucoup de gens à rencontrer qui peuvent être aussi des partenaires pour la suite. Les grandes questions à se poser, donc là on les a présentées de façon très schématique, mais c'est vrai que c'est vrai pour tout projet, mais en l'occurrence aussi pour des projets de transformation du patrimoine. On peut sembler enfoncer ici des portes ouvertes, mais on se rend compte en fait que même pour des projets assez avancés, c'est pas le cas. C'est effectivement se poser la question du pourquoi, l'objectif d'un projet, le pour qui, donc là quelles sont les cibles et les usagers. On peut encore aujourd'hui parfois les oublier. Le quoi, quelle est l'offre qu'on va mettre en place, les moyens nécessaires pour réaliser cette opération, le calendrier bien entendu, les partenaires et ensuite la gouvernance. Et on se rend compte également, donc avec Valère, on échange avec beaucoup de porteurs de projets qu'on accompagne ou non, mais on fait aussi voilà, pas mal d'entretiens préalables. On se rend compte que les premières étapes, elles sont très souvent oubliées ou en tout cas négligées. Et en fait, c'est assez naturel. On a envie d'aller directement à la question du quoi, du combien et du comment. Et donc finalement, la question du pourquoi et du pour qui, ou même des fois du pourquoi pas, parce qu'il ne faut pas s'interdire non plus de se dire qu'un projet, tout projet n'est pas forcément bon à être déployé. On se pose moins ces questions. Donc nous aussi, on fait l'effort systématiquement de remettre tous ces enjeux au cœur de la problématique pour être sûr qu'on puisse avancer et surtout voilà, que toutes nos étapes, alors des go-no-go, c'est un peu les jargons d'ingénierie, mais en tout cas soient respectées et qu'on puisse les valider. J'avais des exemples, je passe peut-être dessus, on les donnera plutôt sur les questions-réponses pour qu'on puisse dérouler. Ici, alors rapidement, donc c'est bon, les grandes étapes effectivement qu'on recommande pour déployer un projet. Donc c'est issu du guide, donc je vais pas revenir dessus, mais on retrouve bien entendu donc l'analyse du projet et l'étude de marché. Et quelques enseignements, recommandations et peut-être des éléments de cadrage aussi pour vous qui êtes chef de projet et donc qui êtes en contact quotidien avec des élus et des porteurs de projets privés. Il ne faut pas avoir peur de réaliser ces études préalables, on les recommande, mais néanmoins, ce sont quand même des études qui demandent alors du temps et des moyens humains, techniques et financiers. On ne le fait pas en un claquement de doigts. Très souvent, il y a quand même un déficit de compétences, parce qu'en fait, on peut pas être spécialiste de tout. Donc, effectivement, ça peut être intéressant de s'associer à des bureaux d'études externes pour aller chercher la compétence très précise qui nous manque pour réaliser tous ces points de cadrage préalables. En termes de temporalité, pour réaliser, alors on va prendre un exemple, enfin c'est très schématique ce que je vous dis, mais pour réaliser une étude de marché, par exemple sur un projet hôtelier, une étude de marché, on peut la réaliser en 1 mois. Quand c'est un sujet vraiment très précis et très borné, ça peut aller assez vite. Ensuite, quand on est vraiment sur un projet voilà, prospection 360 sur des nouveaux usages, là, ça veut dire qu'il faut un travail beaucoup plus conséquent, c'est plus long. Ça nous arrive d'accompagner des porteurs de projets sur 6 mois, uniquement sur les phases préalables de définition. Donc en fait, il ne faut pas non plus penser que ça va se faire très vite. Il ne faut pas négliger ce temps. En matière de coûts financiers, pour 10 000 € à peu près, on peut avoir une première étude de marché sur un sujet spécifique. Après, de la même façon, plus le sujet est complexe, plus les couches sont empilées, plus il va falloir y consacrer de budget. Mais, et il faut bien entendu aussi le suivre. Donc là, tous les éléments qu'on vous donne aussi aujourd'hui, c'est peut-être pour vous donner des conseils, des recommandations pour aider des maîtrises d'ouvrage publics et privés à lancer des études, à rédiger des cahiers des charges. C'est peut-être en fait sur ce volet-là qu'on vous attendra le plus en tant que chef de projet. Bien entendu, des bureaux d'études, il y en a qui sont spécialisés dans tous les domaines, donc culturel, touristique, de développement économique. Donc là encore, il ne faut pas hésiter à bien se renseigner, à les mettre en concurrence pour aller chercher le bon bureau d'études et surtout avoir une relation de confiance entre la maîtrise d'ouvrage et le bureau d'études.
Que vous dire de plus? Oui, on a un guide des aides dans le patrimoine, donc c'est aussi un document que Valère a présenté succinctement tout à l'heure. Et donc en fait, on a recensé notamment, fait une tentative de recensement des programmes d'aide et d'appui à l'ingénierie qui peuvent exister. Après, vous n'êtes, côté ANCT en tout cas, vous connaissez, je pense sur les bouts des doigts, la capacité de mobilisation en ingénierie publique. Mais c'est vrai que voilà, il ne faut pas hésiter non plus à aller chercher éventuellement pour des petites collectivités, notamment des communes qui ont peu de moyens, aller chercher des petites enveloppes qui peuvent être un point d'amorçage très important et stratégique, on va dire, pour la suite du projet. Si je reviens en arrière, voilà. Donc l'étude de marché, donc ça je vous l'ai dit, ça permet d'analyser l'environnement dans lequel va s'insérer le projet, donc l'environnement touristique, économique, résidentiel également. Donc là c'est vrai qu'on donne une photographie à date de l'environnement du projet. À notre sens, ça permet aussi de réduire les risques d'échec d'un projet qui serait finalement peu adapté aux besoins des clientèles. C'est vrai qu'on a tendance, dans certains cas, quand on n'a pas d'offre, c'est qu'il n'y a pas de besoin. Et on peut se dire aussi, voilà, de certains moments, il n'y a pas d'offre et donc ça peut créer le besoin. Enfin, en fait, c'est la relation aussi. Voilà, est-ce qu'on va créer l'offre ou est-ce que cette offre est déjà existante? Est-ce qu'on va pouvoir y répondre? Et c'est important de l'analyser aussi pour limiter les risques. Ça permet aussi d'identifier des concurrences locales, mais aussi, nous, on a plutôt tendance à se dire que ça permet de trouver des partenaires. Parce que sur de la mise en réseau de sites notamment, ça peut être intéressant de travailler une dynamique partenariale conjointe, éventuellement travailler aussi des mutualisations. Et ça, c'est un point important, notamment sur des zones rurales où finalement des sites et des opérateurs, il y en a peu. Autant se regrouper pour aller plus loin plutôt que se penser comme étant nécessairement concurrents les uns des autres. Et moi, c'est aussi un point que j'aime bien rappeler dans une dynamique commerciale. On peut avoir un effet, avoir peur d'un projet qui s'installe juste à côté qui serait concurrent, si on parle d'un restaurant ou d'un magasin de vêtements, par exemple. Et finalement, les professionnels vous diront non, en fait, c'est l'effet de masse et le regroupement qui va nous faire tous monter en qualité et qui va nous challenger. Et donc, finalement, c'est là aussi on va créer les conditions d'attractivité. Dans matière de patrimoine et de revalorisation du patrimoine, c'est la même chose. C'est plus le maillage local sera dense, plus ce sera une condition aussi de viabilité pour la suite. Bon, bien entendu, du benchmark, parangonnage, vous l'appellerez comme vous voulez, donc ça je pense que vous connaissez également. Et point dont Valère vous parlera également, ça permet d'alimenter un compte d'exploitation prévisionnel et donc de voir si le projet en théorie pourrait fonctionner. Et donc là, avec un petit panel des usages possibles que l'on observe, on va dire, le plus fréquemment dans des lieux de patrimoine. Bon, la mise en page, la police a sauté, donc on ne voit pas forcément très bien. C'est la nouvelle charte graphique d'Atout France, pas celle-ci, hein, mais il faut télécharger les polices. En termes de méthode, donc là je vais aller très vite aussi, donc voilà, on va analyser l'offre, on va analyser la demande, du benchmark, c'est toujours intéressant à faire, et c'est vrai que côté réinventer le patrimoine, on pousse au maximum à réaliser des tests opérateurs, c'est-à-dire aller demander directement à des exploitants qui pourraient être en situation de partenariat ou de mise en concurrence pour gérer une activité, aller les voir, comprendre leurs critères d'implantation, de fonctionnement, les conditions aussi auxquelles ils seraient prêts à venir travailler et transformer un site sur le territoire. Et ça, on en parlera notamment demain avec la société Alfran, qui est un opérateur qui intervient par ailleurs sur le programme. Et on vous a remis aussi quelques entrants d'une étude de marché. Encore une fois, c'est adapté en fonction du contexte et du sujet. Mais en fait, ça vise vraiment à aller comprendre les signaux forts et les signaux faibles d'un territoire, savoir où se trouve le lieu et comment est-ce qu'il pourrait fonctionner pour la suite avec de nouvelles activités. On est dans les temps. Un autre exemple d'outils, donc c'est vrai que chez Réinventer le patrimoine, on est très boîte à outils. Donc là, c'est une petite production maison sur laquelle on a travaillé avec Valère notamment. Et ça peut être un outil, on va dire, de base que vous pouvez dégainer, on va dire, à chaque rendez-vous avec un porteur de projet public ou privé.
À notre sens, alors ça c'est un extrait, on a aussi des questions liées au bien patrimonial en lui-même, mais en tout cas ici c'est les grandes questions clés qui permettent d'environner le projet et de savoir un petit peu quelles pourraient être ses forces, quelles sont ses faiblesses aussi, ou en tout cas tous les points faibles sur lesquels il va falloir travailler, en tout cas, ou des risques à minimiser pour implanter une activité. Et donc ces grandes questions, on ne va pas les passer ici tout en revue, mais effectivement, ça concerne la situation géographique et l'accessibilité. Ça reste un point quand même majeur aujourd'hui. Si on se trouve en cœur de ville à Paris ou en Île-de-France, ou si on se trouve en zone rurale à 1h30 d'une grande métropole, bien entendu, on n'envisagera pas le projet de la même façon parce que la zone de chalandise ne sera pas la même, les clientèles seront différentes, il y aura aussi des besoins complémentaires, par exemple en termes d'hébergement touristique, parce que voilà, l'aller-retour ne sera pas nécessairement possible à la journée depuis une grande ville. Donc voilà, c'est autant d'éléments de contexte qu'il faut pouvoir prendre en compte et en tout cas mesurer pleinement lors d'une étude de marché. L'attractivité touristique et le dynamisme du marché, bon, c'est important aussi. Nous, c'est vrai que on vient rarement nous chercher pour un projet d'hôtel sur la Côte d'Azur, parce que le marché sur la Côte d'Azur est déjà est très dynamique, et donc c'est les porteurs de projets. Donc, je peux prendre aussi un exemple hôtelier. Les deals se font naturellement. Nous, on vient nous chercher effectivement pour des projets un petit peu atypiques, donc des projets dans du patrimoine et sur des zones où finalement la dynamique est beaucoup moins évidente. Et donc ça, c'est quand même très, très important aussi. Et il faut rappeler aussi que tout projet n'est pas faisable n'importe où. Et il y a des territoires qui n'ont pas le potentiel d'attractivité pour certaines typologies de projets très, très ambitieuses. Oui, alors je peux en dire 2 mots. Alors en fait, donc Réinventer le patrimoine, c'est un programme donc, qui est piloté par Atout France, et donc c'est un des programmes de France Tourisme Ingénierie, donc Christophe Deschasset, qui a pris la parole tout à l'heure, et le représentant. Et donc c'est un dispositif d'ingénierie parmi d'autres qui ont vocation à aider à l'émergence de projets d'investissement touristique sur les territoires. Donc Réinventer le patrimoine, c'est un programme qui est spécialisé pour la requalification du patrimoine. On a un programme qui est aussi dédié à des projets structurants, donc ça peut être des projets de construction neuve et des projets d'hébergement, de sites de visite, donc c'est beaucoup plus transverse, et également un programme alors destiné aux stations montagne. Alors je ne sais pas si certains territoires s'ils sont sur des massifs montagneux, mais bon, c'est plutôt pour les stations de sport d'hiver, donc on est peut-être un peu loin de vos bases, et un projet également qui a vocation à appuyer la création d'hôtels dans des villes de taille moyenne. Après, Atout France, au sens large, c'est une grande maison très ancienne, et donc qui vise à favoriser l'attractivité touristique de la France sur les marchés nationaux et internationaux. Donc on va dire que voilà, nous, on est dans cette grande maison, mais on est vraiment spécialisé sur un programme d'ingénierie. On pourra en reparler aussi tout à l'heure sans problème. D'où aussi le fait qu'avec Valère, on parle donc aménagement, architecture, mais on parle aussi beaucoup modèle économique, études de marché. Et donc là, il y a peut-être effectivement aussi un jargon que vous connaissez peu, en tout cas qui vous est peu familier. Mais c'est important quand même de bien avoir à l'esprit que pour les porteurs de projets, publics ou privés, à un moment donné, va se poser la question du financement et de la négociation en fait de partenariats publics et privés, et notamment toutes ces dimensions d'études de marché et de comptes d'exploitation prévisionnels, ce sera demandé par les banques, mais aussi par les collectivités publiques. Donc en fait, il faut faire la démonstration que le projet est viable, ou s'il l'est pas en l'état, à quelles conditions il pourrait être, et donc quel est le niveau d'aide à aller demander en complément. Mais c'est vraiment un outil d'aide à la structuration de ce projet. J'avance aussi parce que le temps est compté. Un tout petit outil en fait aussi intéressant que vous pourrez retrouver si vous lancez des études de marché et de positionnement, c'est une synthèse à FOM. Ça c'est un outil aussi, je vous invite à le faire en fait pour dès que vous avez en fait un échange avec un porteur de projet, en fait ça permet de bien montrer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'un projet de transformation. Donc
pour schématiser et pour aller vite, les forces et les faiblesses, ça permet d'analyser le positionnement du site, sa configuration, mais aussi ses limites. Et puis ensuite, on vient passer au filtre des opportunités et des menaces et qui sont plutôt liées à l'environnement territorial. Et bon, là, en l'occurrence, c'est un exemple également réinventer le patrimoine que je vais peut-être pas détailler à ce stade, mais là, la FOM en fait est assez parlante. La question qui était posée par le porteur de projet, c'était savoir si il pouvait déployer un programme d'hôtellerie et de restauration sur ce site précis. En l'occurrence, ici, on voit que bon, c'est un site magnifique. Il y a des forces qui sont réelles et qui sont liées à la nature intrinsèque du lieu. Il y a quand même quelques faiblesses, mais là, effectivement, les menaces pour un projet d'hôtellerie et de restauration est très important. Et suite à cette analyse, effectivement, le porteur de projet s'est dit non, on ne va pas aller sur cette programmation, c'est pas viable, et donc on va plutôt reconsidérer la chose. Ouais, merci Léa. Bah, tu as déjà dit l'essentiel en fait, donc je vais passer vite. Je te remercie. Donc en fait, toute cette étape-là, c'est pour dézoomer, c'est pour garder effectivement le territoire et adapter une programmation par rapport à ce territoire. Donc c'est un travail qui permet de regarder les forces et les faiblesses et qui permet de définir derrière une stratégie. Et on va commencer à parler de programmation. Quelles activités j'ai envie d'installer dans ce lieu, à qui je les adresse, à quel tarif. Bref, comment je me démarque en fait de tout ce qui existe autour et comment je m'inscris dans un territoire. Bon, il y a différents outils qui existent pour réfléchir à ça. Là, on a mis une matrice, par exemple. Ce qui est intéressant, par exemple, pour chercher des activités à développer, c'est par exemple d'avoir un axe qui permet de voir est-ce qu'on est sur un site plutôt grand public ou est-ce qu'on a envie d'avoir un site plutôt fermé. Un autre axe, moi, ce que j'aime bien faire, c'est dire est-ce que c'est une activité qui est plutôt déficitaire, qui va me coûter, est-ce que c'est une activité qui va me rapporter. Et en fonction de ça, on essaie déjà de commencer à penser à un modèle économique. Voilà. Bon, je ne développe pas beaucoup plus parce que tu as déjà dit pas mal de choses. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que sur le patrimoine, tu l'as dit, il faut viser un concept fort. C'est-à-dire que le lieu patrimonial ne suffit pas. Et si on parle de tourisme, d'activités touristiques qui peuvent rapporter un petit peu d'argent, la plupart du temps, l'offre ne crée pas la demande, effectivement. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous implantez un hôtel qu'il va y avoir des gens qui vont venir. La seule activité éventuellement qui peut faire ça, c'est la restauration. C'est-à-dire que la restauration plutôt gastronomique, vous pouvez mettre un restaurant excellent au milieu du Morvan et les gens pourront venir. Voilà. Mais après, sur la durée, c'est difficile de faire perdurer l'activité. Voilà. Donc ça ne marche pas sur toutes les activités, c'est important de l'avoir en tête. Voilà. Voilà. Ensuite, on aime bien assez vite, dès cette phase un peu d'analyse de la stratégie, d'étude de marché, regarder le modèle économique. On ne va pas faire un business plan, on ne va pas regarder le plan de trésorerie, les investissements, le plan de financement, etc. On va d'abord regarder comment ça tourne en exploitation, c'est-à-dire comment les produits d'exploitation peuvent éventuellement couvrir mes besoins d'exploitation. C'est-à-dire en fait mon chiffre d'affaires, est-ce qu'il va couvrir mes besoins liés au salaire, liés à l'énergie, etc. C'est important de regarder ça, effectivement, comme le disait Léa, parce qu'en fait, dès que vous allez chercher des partenaires financiers sur un projet économique, c'est la première chose qu'il va regarder. Souvent, les élus, on comprend, à juste titre, ils gèrent un budget, ils vont raisonner très vite investissement. Dans une logique plutôt de projet économique, il faut vraiment partir de l'exploitation et en fonction du projet d'exploitation, vous définissez un programme d'investissement. C'est vraiment retourner un petit peu le modèle et nous, on invite vivement à le faire comme ça. Voilà, bon, je ne détaille pas comment on construit un compte d'exploitation, simplement de dire qu'en fait, il faut quand même l'adapter à l'étude de marché. On ne fait pas une étude de marché pour se faire plaisir, ou en fait, un compte d'exploitation, c'est un tableur Excel. Vous pouvez mettre des formules, vous pouvez mettre n'importe quoi et raconter que tout fonctionne. Hein. Donc, il faut vraiment l'adapter. Tout à l'heure, tu as pris des exemples hôteliers. Il faut regarder les taux d'occupation dans l'hôtel. Il faut regarder le prix moyen par chambre dans une région, etc. Il ne faut pas inventer ou surestimer effectivement des performances d'exploitation, il faut vraiment l'adapter à son territoire. Ça, c'est vraiment très, très important. Après, ce n'est pas un document qui est figé, hein, vous pouvez le retravailler sur plusieurs années. Alors, un exemple, bon, je vais passer vite, mais un exemple qu'on a pu accompagner sur ces aspects-là, c'est la citadelle de Marseille. Vous en avez peut-être entendu parler parce que le site a ouvert il y a 3 semaines. C'est le fort Saint-Nicolas de Marseille qui a été fermé au public pendant 360 ans et qui vient d'ouvrir. Et en fait, on a fait un travail avec eux, bon,
très importants, notamment sur le positionnement et le modèle économique. Sur le positionnement, on a eu des discussions avec les équipes assez fortes à l'époque. On se demandait, en fait, ce projet, qu'est-ce qu'on implante dans ce lieu historique, comment on positionne les activités par rapport aux autres. Et en fait, il a été décidé de faire un lieu plutôt pour les Marseillais. Et ça ne vient pas de nulle part, c'est qu'en fait, le site, historiquement, était plutôt... En fait, les canons du Fort Saint-Nicolas, soi-disant, créés par la demande de Louis XIV, soi-disant pour défendre Marseille, en fait, étaient plutôt tournés vers Marseille, au cas où si les Marseillais attaquaient le fort, quoi, qui représentait le pouvoir royal. Et donc, c'était un petit peu symbolique. Et il y a eu une volonté de faire un site plutôt pour les Marseillais, parce qu'en face, vous avez le Fort Saint-Jean, le Mucem. Je ne dirais pas qu'il est prioritairement tourné vers les touristes, mais en tout cas, c'est un lieu d'attractivité, un phare international. Donc là, il y avait la volonté, pas forcément d'avoir les performances de fréquentation du Fort Saint-Jean, mais vraiment d'avoir un lieu d'animation, d'abord à destination des Marseillais, puis bien sûr de tous les publics. Et puis on les a aidés effectivement sur le compte d'exploitation prévisionnelle, de retravailler là-dessus pour essayer de dégager un modèle économique, parce que l'association qui anime ce lieu, s'appelle Actavista, peut-être que vous connaissez, qui restaure des lieux en France avec des chantiers d'insertion, c'est une superbe association. Ils ont une nécessité d'avoir un taux d'autofinancement de près de 100%. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de subvention d'exploitation. Donc en fait, on leur a dit, on vous donne un bail de 40 ans, mais vous vous débrouillez en exploitation. Voilà. Donc il fallait trouver un modèle de toute façon avec une péréquation d'activité pour trouver un équilibre d'exploitation. Voilà, je prends 2 minutes quand même pour vous présenter un outil qu'on a développé, qu'on aime bien, qu'on a développé au sein d'Atout France, qui est notre outil de prédiagnostic. Vous allez le retrouver sur notre site internet, qui est un fichier Excel, et qui en fait contient une base de données de 350 sites patrimoniaux en France, ouverts au moins 6 mois à l'année, et qui développe des activités, alors soit une, soit jusqu'à 6 activités liées à une activité de billetterie, de boutique, de restauration, de privatisation, d'hébergement, etc. Et ces 350 sites qui ont accepté de partager leurs données d'exploitation de manière anonyme pour l'année 2022, c'est voilà, notre année de référence, et qui permet de calculer des moyennes. Et ça permet, si vous êtes un site déjà ouvert au public, de vous comparer, soit avec le total du panel des 350 sites, soit avec des sites de votre région. Donc sur 350, 11 régions, voilà, il y aura une trentaine, quarantaine suivant les régions, les sites avec lesquels vous pourrez vous comparer, enfin les moyennes. Soit avec des sites plutôt comparables en termes de performance, par exemple de fréquentation. Si vous accueillez 80 000 visiteurs, vous pouvez vous comparer avec tout le panel national de sites qui accueillent entre 50 000 et 100 000 visiteurs. Et ça permet effectivement pour les sites déjà en exploitation de se jauger, de se dire est-ce que déjà au global je suis bon ou moins bon, et est-ce que sur certaines de ces activités-là, est-ce que sur la boutique, par exemple, je peux améliorer mon panier moyen, est-ce que sur la restauration, je peux m'améliorer également, etc. Et à chaque fois, vous avez des propositions d'action après pour optimiser en fait les performances d'exploitation. Et puis également, si vous êtes un porteur de projet, le site n'est pas encore ouvert, ça vous permet de vous dire quelles sont les moyennes dans cette région, qu'est-ce que je dois atteindre. Et ça permet d'éviter de surestimer une exploitation, au contraire de la sous-estimer. Voilà. Donc ça, je vous invite à regarder. Ça prend 10 minutes effectivement à remplir un certain nombre d'éléments d'exploitation. Et puis ensuite, ça vous donne des moyennes et vous pouvez jouer comme ça. Du coup, on va prendre une question. S'il y en a une. Bon, sinon, sans... toutes les dérouler, mais... Non, simplement de se dire que nous, on a des temps dans le guide méthodo, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on a présenté ce matin. Pardon ? Non, t'inquiète pas. Où on se dit qu'il y a des jalons, il y a des moments où en fait, il faut savoir aussi se dire, non là, on arrête, on réoriente le projet. Et ce temps-là, de l'étude de marché, si on estime qu'il n'y a pas de besoin, on ne répond pas à un besoin, ou du compte d'exploitation prévisionnelle où on se dit il y a un besoin, mais derrière, il n'y a pas de modèle économique et on sent que de toute façon, en exploitation, il n'y aura pas de subventions d'exploitation qui vont venir. Donc il faut avoir un moment la responsabilité de dire il faut arrêter à ce moment-là, il ne faut pas se lancer dans des études très lourdes après de programmation, de montage juridique et financier. Si déjà en exploitation, on sent que le modèle ne va pas tourner, il faut le réorienter. Donc nous, c'est un peu notre jargon. Effectivement, Léa disait no go tout à l'heure, c'est ça, c'est no go. On revient à l'étape un peu de définition des usages et on redéfinit une stratégie, on redéfinit un projet. Mais ce moment-là, c'est un peu moins un moment charnière. Voilà. Donc pour nous, c'est quelque chose d'important. Et effectivement, Léa n'a pas pu trop développer tout à l'heure parce qu'on est pris par le temps des exemples, mais ça nous est arrivé dans le cadre de réinventer le patrimoine. Et c'est dur, des élus qui sont dépositeurs de sites absolument magnifiques, de magnifiques châteaux en France,
qui nous disent mais je sens que ça va cartonner, c'est super beau, tout le monde va vouloir venir. Et non, ça ne tourne pas. Et il faut à un moment le dire, quoi, voilà. Donc on a malheureusement dû à un moment arrêter des accompagnements en disant repasser à la case plutôt de concertation, définition d'une nouvelle, avec un collectif, d'une nouvelle dynamique pour revoir un projet. Voilà. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions.